Eh, comment ça va? Vivian, fraîchement diplômée de l'université, a une bonne apparence et rêve de devenir une top modèle pendant un entretien avec une agence de mannequins. Sa performance impeccable sur le podium gagne l'éloge de l'agent, mais elle n'est pas embauchée. Rejetée à cause du poids, Vivian se sent dévastée et décide de faire un régime et des exercices pour maigrir. Cependant, son amie Heather écarte cette approche. Elle dit qu'elle avait l'habitude de porter une taille plus grande et qu'elle a perdu du poids rapidement en visitant un spécialiste en perte de poids, Dr Lowe, et donne sa carte de visite. Suivant l'adresse sur la carte, Vivian trouve une porte rouge dans une ruelle, qui est le cabinet du Dr Lowe. Il lui prescrit une semaine de Montify, un médicament originalement pour diabétiques, mais largement utilisé par des stars de Hollywood et des modèles pour le contrôle de poids, avec d'excellents résultats. Initialement sceptique, Vivian est assurée par le Dr Lowe que le Montify est certifié par des institutions professionnelles, a des effets secondaires minimés et faciles à utiliser. Elle emmène le remède injectable à la maison et, avec l'aide de son ami, administre la première dose. Vivian continue d'injecter le Montify et, quelques mois plus tard, passe avec succès une audition de mannequin grâce à son apparence maintenant améliorée. L'agent, soupçonnant l'utilisation de Montify, conseille de continuer à l'utiliser, comme toutes les top modèles le font. Bientôt, avec l'aide de cet agent, Vivian fait la couverture de nombreux magazines, occupant souvent le centre de l'attention. Un jour, pendant qu'elle filmait, elle est tombée. Soudain, elle a pensé que c'était un effet secondaire de prendre du Montify, alors elle s'est réveillée et a cherché le Dr Lowe pour vérifier à nouveau. Le docteur, après avoir examiné son cœur, le considère problématique et l'avertit que continuer avec le remède peut être fatal. Vivian dit que son rêve de vie est d'être une top modèle et supplie le Dr Lowe pour une autre solution. Ému par son appel, le Dr Lowe prend une boîte contenant un ténia ancien, prétendant qu'il est plus efficace que le Montify. Cependant, elle doit suivre strictement ses instructions si elle choisit cette méthode, prévenant qu'elle sentira très faim, mais qu'elle doit continuer à se nourrir normalement, ce à quoi elle consent. Vivian prend soigneusement les œufs de ténia et les met dans sa bouche, puis boit le thé que le Dr Lowe sert pour elle. En rentrant à la maison, elle se sent affamée. Quand elle ouvre le frigo, elle découvre que la majeure partie de la nourriture est pourrie, mais la trouve délicieuse. Elle mange les nouilles qui étaient là depuis 3 jours et le melon pourri et moisi, criant à quel point ça sentait bon pendant qu'elle mangeait. Vivian a mangé de la nourriture moisie sans sentir aucun inconfort et est même allée à une séance photo de magazine cet après-midi-là. Pendant les pauses, elle se gave d'aliments hautement caloriques comme du poulet frit et du fromage, ne tenant pas compte de son apparence. À mesure que sa faim grandit de façon incontrôlable, elle oublie le conseil du Dr Lowe de manger des portions normales, risquant des conséquences nuisibles. Vivian perd graduellement le contrôle, son corps s'affaiblit et son état mental se détériore. Pour la dernière édition du magazine, la costumière a dit qu'elle avait perdu 5 kilos en une semaine, faisant que tous les vêtements précédents ne lui allaient plus. Après une brève discussion avec la costumière, Vivian s'est tournée vers le rayon des collations et a commencé à manger voracement, ne tenant pas compte complètement de son image de mannequin et perdant toute apparence d'élégance. Cette scène a été témoignée par une cliente qui a promptement dit de nettoyer les miettes de nourriture sur son corps. Soudain, se sentant embarrassée et horrifiée, Vivian a couru vers les toilettes et a essayé de recracher ce qu'elle venait de manger. Mais, après beaucoup de temps à se curer la gorge, il n'y avait rien. Incapable de supporter cela plus longtemps, elle a cherché le Dr Lowe au milieu de la nuit. À ce stade, Vivian était dans un état pitoyable, ressemblant à quelqu'un qui ne mangeait pas depuis une semaine. En la regardant ainsi, le Dr Lowe regrette aussi de l'avoir laissé manger le ténia. Vivian a dit au docteur qu'elle était trop maigre et, si elle continuait à perdre du poids, l'entreprise la licencierait bientôt. Alors, elle l'a supplié de trouver un moyen d'enlever le ténia. Le Dr Lowe a deviné que, comme Vivian nourrissait le ténia, il devait avoir beaucoup grandi maintenant et il n'y avait qu'une seule façon de l'enlever. Il est sorti de son cabinet, revenant quelques instants plus tard avec un flacon de potion. Il a expliqué que la boire ferait sortir le ténia par l'anus et qu'elle aurait besoin de le tirer complètement. Vivian est allée chez elle, s'est regardée dans le miroir avec la potion à la main et a bu sans hésiter. Elle a ensuite enlevé tous ses sous-vêtements et s'est assise dans la baignoire. Quelques minutes plus tard, elle a senti une douleur aiguë dans l'estomac et a su que le ténia émergeait. En ouvrant les jambes, elle a vu un ver blanc énorme apparaître lentement. Il s'est tenu devant Vivian quelques instants plus tard. Le Dr Lowe ne lui avait pas dit que le ténia était agressif et avait une bouche pleine de dents. Utilisant toute sa force, Vivian a saisi la bête et a tiré lentement le ver de son corps. Quand il est sorti, elle était complètement épuisée. Libérée de son corps, le ténia a semblé gagner de la vitalité, dévorant un de ses yeux. En fin de compte, Vivian a payé le prix de la maigreur de sa vie. Pas beaucoup de temps après, Heather,
inquiète pour l'amie, est allée chez elle et a vu la scène dans la salle de bain, seulement pour être subitement étranglée par le ténia. Quand Heather a ouvert la bouche pour respirer, le ténia a profité de l'occasion pour ramper à l'intérieur, parasitant Heather avec succès, qui est alors devenue la nouvelle top modèle de l'industrie, disant à l'agent qu'elle est affamée. Ailleurs, Toby vient de s'endormir et son rein a été volé. Des jours avant, il avait une paire de reins sains, ce qui lui permettait de passer des nuits avec des femmes différentes, presque tous les jours. Le temps libre était passé à ouvrir des applications de médias sociaux pour choisir la prochaine cible. Et il se distrait même pendant qu'il parle avec sa chef. La mère de Toby est sa secrétaire, donc la chef le valorisait beaucoup. Cependant, récemment, les employés se plaignaient que Toby était distrait au travail, alors elle l'a appelé pour une conversation. Pendant qu'elle parlait, Toby cherchait secrètement des femmes sous la table. Voyant qu'il n'écoutait pas, la chef a mis fin à la réunion. Après être sorti du bureau, Toby a continué sa recherche et a montré aux collègues la femme qu'il prévoyait de rencontrer ce soir-là. Ses collègues ont vu la photo de Nat et ont alerté Toby sur les risques des rencontres en ligne et la nécessité de prudence en se rencontrant personnellement. Mais Toby, déjà captivé par la beauté de Nat, n'a pas écouté un mot de ce qu'ils ont dit. Ce soir-là, au bar, Toby a rencontré la fille et n'a pas pu s'empêcher de s'émerveiller devant elle. Il gagne facilement son attention et avant même de finir le premier verre, il court de retour vers la maison de Toby. Juste quand les choses chauffaient, Nat a soudainement injecté un sédatif dans la jambe de Toby, le faisant s'évanouir en 3 secondes. Il s'est réveillé le matin suivant, pensant encore à elle, quand soudain, il a senti une douleur aiguë dans l'abdomen. En enlevant le pansement de l'estomac, il a réalisé qu'il y avait une coupure énorme. Luttant contre la douleur, il a appelé une ambulance. Les médecins l'ont examiné et ont révélé qu'une équipe professionnelle avait enlevé son rein gauche la nuit précédente. De plus, ils avaient implanté quelque chose d'inconnu à l'intérieur de son corps, qui semblait être un organe mystérieux. Cet organe était connecté aux nerfs et artères de Toby, rendant l'enlèvement probable de causer un saignement massif et d'être fatal. La police est arrivée à l'hôpital pour enquêter. Toutes les informations sur Nat avaient disparu d'Internet. De plus, les images de surveillance avaient été supprimées, indiquant une manipulation professionnelle. Après avoir récupéré pendant un temps, Toby est retourné au travail et a cherché l'aide d'un ami au département de technologie. Il a dépensé 50 000 $ pour trouver des informations sur Nat. Cette nuit-là, il a fait un cauchemar. Dans son rêve, elle apparaissait chez lui, prétendant qu'elle avait besoin de récupérer quelque chose, puis ouvrait l'abdomen de Toby et enlevait tous ses organes. Soudain, il a été réveillé par un coup de téléphone. Son ami avait trouvé des informations sur Nat sur le Deep Web. À travers son tatouage, ils ont remonté jusqu'à une organisation qui organisait fréquemment des événements. Et le prochain serait au centre-ville. Déterminé à trouver Nat, Toby a fini par dépenser 1 000 $ pour obtenir un billet pour l'événement. Tous ceux qui entraient dans le lieu portaient des masques. C'était une vente aux enchères d'organes humains sains, incluant des intestins et des reins. Certains acheteurs collectionnaient des organes, d'autres remplaçaient les leurs vieillissants et certains même les transformaient en plats gourmets. Pendant la vente aux enchères, Toby a levé les yeux et a vu une figure familière avec un tatouage reconnaissant Nat. Il a utilisé une arme pour la forcer à sortir du lieu, exigeant de savoir pourquoi elle a pris son rein. Nat a expliqué que les informations génétiques de Toby étaient disponibles en ligne. Alors l'organisation l'a considéré incroyablement sain et a pris son rein. Cependant, personne ne savait ce qu'était l'organe implanté, mais cela le rendait plus précieux que jamais. Après avoir entendu cela, Toby a réalisé que d'autres viendraient pour lui prendre l'organe mystérieux. Nat était juste une actrice dans l'organisation, mais révéler la vérité n'a pas sauvé sa vie. Toby lui a tiré dessus de toute façon. Le lendemain, il a emmené la police au lieu de rencontre de l'organisation, espérant tout exposer seulement pour découvrir qu'il s'était transformé en une bibliothèque. La police a prétendu qu'il y avait eu un événement de signature de livres là la nuit précédente, rendant impossible qu'une vente aux enchères d'organes ait eu lieu. De plus, ils ont trouvé un cadavre à proximité qui correspondait à la description par Toby du voleur d'organes, faisant de lui un suspect. Alors, il prévoyait de le ramener au commissariat pour un interrogatoire. En chemin, Toby a avoué avoir tiré accidentellement sur Nat. Peu à peu, il a remarqué que la route était fausse. La voiture de police n'allait pas au commissariat. Il a alors réalisé que la police faisait aussi partie de l'organisation couvrant l'existence de la vente aux enchères. Quand Toby s'est réveillé à nouveau, sa chef se tenait devant lui. Il a pensé qu'elle était là pour le sauver, mais elle est restée immobile et a présenté le nouveau projet de l'entreprise. Des organes artificiels appelés glandes Naphtali. Ces organes, installés chez les humains, pourraient rendre les gens plus sains et beaux, améliorant particulièrement les expériences sexuelles pour les femmes âgées. Des gens comme Toby, avec d'excellents gènes et une bonne santé, étaient des hôtes parfaits. Une fois que les organes seraient totalement développés,
Toby perdrait sa valeur. Bientôt, la nouvelle vente aux enchères de l'organisation a commencé, présentant la glande Naphtali, développée à partir du corps de Toby, comme le produit principal, offert exclusivement aux membres du plus haut niveau. Ces membres, toutes des femmes âgées super riches, portaient des masques rouges et le premier organe a été vendu pour 2,5 millions de dollars. Loin de là, après que la mère de Shelby est morte du cancer, elle et son père ont déménagé dans un nouvel endroit et elle a été transférée dans une nouvelle école. Cependant, lors de son premier jour, elle a subi du bullying de ses camarades de classe. Pendant le cours de musique, Shelby, influencée par le professeur, a oublié temporairement sa douleur pour la mort de sa mère et a chanté avec le reste de la classe. Mais la populaire de la classe, avec quelques autres, s'est moquée d'elle. Sa bonne humeur a été ruinée. Et, quand son tour est arrivé de chanter en solo, elle était si nerveuse qu'elle a oublié les paroles et a été moquée à nouveau. Dans un accès de colère, Shelby a jeté sa partition au visage de la fille, mais cela ne l'a pas fait arrêter. Après le cours, la fille a suivi Shelby, faisant semblant de s'excuser, puis se moquant de son apparence et demandant si ses cheveux blancs signifiaient qu'elle était déjà ménopausée. Son père était toujours occupé avec le travail, alors elle communiquait rarement avec lui et a gardé le bullying qu'elle a subi à l'école pour elle-même. Le hobby de Shelby était de regarder des lives de maquillage. Elle a toujours voulu s'habiller de manières excentriques, mais son éducation familiale et son environnement ne le permettaient pas, alors elle regardait ses transmissions à la place. Après qu'un live s'est terminé, une utilisatrice appelée meilleure amie pour toujours a entamé une conversation avec elle. Comme elles avaient le même hobby, elles pourraient être amies. Disant cela, elle a pris l'initiative de lancer une vidéo avec Shelby, qui n'a pas reculé devant son apparence, mais a été amicale et a discuté avec son amie en ligne. Toutes deux mentionnent leurs parents, essayant de comparer entre eux qui est le pire. La fille propose de se donner des surnoms l'une à l'autre pour améliorer la relation, et Shelby accepte de l'appeler Best. Avant de dormir, Shelby a discuté avec elle, se sentant plus heureuse qu'elle ne se sentait depuis la mort de sa mère. Personne autour d'elle ne communiquait avec elle de cette façon, et Best a réalisé tous ses fantasmes d'avoir une amie. Dès lors, tous les jours après l'école, Shelby courait à la maison juste pour discuter avec Best pendant quelques minutes de plus. Encouragée par elle, Shelby a mis du maquillage coloré. Cela semblait effrayant, et même elle a senti qu'elle ressemblait à un monstre. Mais Best a été émerveillée et l'a complimentée, suggérant même qu'elle porte le maquillage à l'école. Le lendemain, Shelby est allée à l'école avec un maquillage lourd. Au début, elle était nerveuse, mais graduellement, elle a réalisé que personne ne s'en souciait vraiment. Alors elle s'est détendue. Elle a rencontré la fille populaire et n'était pas aussi timide qu'avant. Best lui a dit que pour devenir plus extravertie, elle avait besoin de vaincre ses peurs à plusieurs reprises, et ce maquillage était un exemple. Pour augmenter encore plus sa confiance, Best a suggéré que Shelby punisse son père pour ne pas passer de temps avec elle. Au début, elle était hésitante, mais a pris la tasse préférée de son père pendant qu'il était au travail. C'était un prix que sa mère a reçu pour être une enseignante exceptionnelle, et Best a dit de la casser. Shelby a hésité à nouveau, craignant que son père la blâme, mais Best a provoqué, demandant si un verre était plus important qu'elle. Cette tactique a fonctionné et Shelby a fini par casser la tasse. Elle espérait se sentir heureuse, mais son expression s'est figée en se regardant dans le miroir. Elle a commencé à douter de ses actions sans savoir si elles étaient injustes ou fausses. Immédiatement après, Best a utilisé la tactique de lui raconter sa vie tragique pour gagner la sympathie de Shelby. Elle a dit que sa mère avait été exposée à des substances nocives pendant la grossesse, ce qui l'a amenée à être déformée et confinée dans sa maison, incapable de faire beaucoup de choses. Émue par son histoire, Shelby a décidé de faire des choses pour Best qu'elle ne pouvait pas faire seule. Best l'a instruite de jeter des œufs sur la maison d'un voisin, voler des magasins et se disputer avec son père. Elle a même empoisonné une pièce de théâtre la veille d'Halloween, laissant ses camarades de classe vomir et hospitalisés jusqu'au lendemain. Le jour d'Halloween, quand tous les élèves sont allés en cours déguisés, le déguisement de Shelby effraie ses collègues et professeurs et elle est forcée de rentrer chez elle par son père. Elle a expliqué que c'était juste une blague, mais il n'a pas accepté. Il ne comprenait pas pourquoi Shelby avait tant changé. Sans savoir comment l'éduquer, il l'a enfermée dans le sous-sol pour réfléchir. Sans option, Shelby a contacté Best en utilisant un notebook que sa mère avait laissé. Best donne une idée qui le fera la laisser sortir du sous-sol. Casser un os pour devoir aller à l'hôpital. Shelby a trouvé que c'était trop extrême et a refusé. Alors, l'ami a exploité son désir d'amitié et ses paroles ont fait croire inconsciemment à Shelby que sa souffrance était sa faute. Se sentant coupable, elle s'est cassé son propre bras et a crié. Cependant, la douleur a semblé la réveiller. Son père l'a emmenée à l'hôpital et, cette fois,
elle n'a pas seulement soigné le bras, mais a aussi vu une psychologue. Avec son aide, Shelby est retournée à son ancien moi et a réalisé à quel point Best était dangereuse. Elle a coupé le contact avec l'ami et a acheté une tasse identique pour s'excuser auprès de son père, réparant leur relation. Mais Best a continué à la harceler avec des messages menaçants, rappelant à Shelby des événements passés et la hantant avec sa voix. Un jour, après l'école, Shelby a rencontré River, qui a demandé de signer son plâtre, souhaitant un rétablissement rapide. Ils se sont connectés à ce moment-là, et la compagnie de River est devenue cruciale pour Shelby. Il invitait souvent Shelby à sortir et leur relation est devenue plus proche. Pendant ce temps, Best a continué à harceler Shelby en envoyant des messages et en la menaçant de conséquences si elle osait jouer à disparaître. Mais, avec la compagnie de River, elle n'avait pas peur. River voulait aider Shelby à surmonter son traumatisme et l'a emmenée dans un vieux manoir, entrant dans une des maisons. La maison était sombre et humide, avec des murs moisis et endommagés. Les lumières faibles indiquaient que quelqu'un vivait là. Pendant que Shelby regardait autour, elle a senti une sensation croissante de familiarité. Quand elle a vu le papier peint et les peintures murales, elle a réalisé que c'était la maison de Best. Terrifiée, Shelby a essayé de sortir, mais River lui a dit de rester calme et d'attendre. À ce moment, des pas sont venus de l'étage et Shelby, effrayée, a essayé de courir, mais River l'a poignardée avant qu'elle ne puisse. Il s'avère qu'il était aussi une marionnette contrôlée par Best et elle lui a promis qu'ils seraient amis pour toujours. Ailleurs, 4 étudiantes ont invoqué Bloody Mary, espérant qu'elle pourrait réaliser leurs vœux. Dès qu'elles ont fini de chanter l'incantation devant le miroir, un vent a éteint les bougies. Bloody Mary est apparue et a présenté des conditions qui, si elles étaient remplies, réaliseraient leurs vœux. Dès qu'elle a fini de déclarer ces conditions, une des filles a poussé un cri à glacer le sang. Les 3 autres ont couru seulement pour être témoins d'une scène horrible. Mais quand elles ont allumé les lumières, tout semblait normal. Après s'être calmées, elles se sont rappelées ce qui venait de se passer. Bianca a dit qu'elle avait vu Bloody Mary dans le miroir et qu'elle lui avait parlé. Bloody Mary savait que le vœu de Bianca était d'entrer à l'université de Yale. Alors elle lui a dit que si elle accusait son conseiller d'attouchement, elle recevrait une bourse d'études et une admission garantie à Yale. Entendant cela, les 3 autres ont partagé les conditions que Bloody Mary leur a données. Le vœu de Lena était de devenir la capitaine des Pom Pom Girls. Tout ce que Lena avait besoin de faire était de faire tomber la capitaine actuelle d'une hauteur. Le vœu de Maggie était d'être avec son crush, River. Si elle postait des photos de la petite amie de River en ligne, elle serait avec lui pour toujours. Le vœu d'Elise était d'obtenir une richesse illimitée. Mais la condition proposée par Bloody Mary était si terrifiante qu'elle n'a pas spécifié ce que c'était, jurant seulement qu'elle ne ferait jamais cela. Pour se calmer, les filles ont essayé de rationaliser que ce qu'elles avaient vu était juste un tour de la lumière. Le lendemain, elles sont allées en cours avec l'espoir que tout avait été une hallucination. Le professeur a apporté un miroir pour une expérience et il s'est soudainement fissuré. Seules les 4 filles ont pu voir Bloody Mary réclamant leur part du pacte. Et elles ont fui la salle de classe avec peur. Alors elles ont réalisé que ce n'était pas une illusion. Lena s'est souvenue d'avoir entendu que ceux qui ne remplissaient pas les conditions de Bloody Mary ou deviendraient fous ou mouraient, et les 4 filles ont commencé à craindre pour leur vie. Bianca et Elise étaient sœurs, et bien que leur mère fût vivante, elle refusait de s'occuper d'elle. Alors Bianca a été élevée par sa sœur aînée. Elise travaillait à temps partiel la nuit, la laissant seule à la maison. Une nuit, elle s'est réveillée d'un cauchemar. Le drap couvrant le miroir était tombé et Bloody Mary est apparue à nouveau. Elle a dit à Bianca que, si elle ne remplissait pas sa condition à la même heure la nuit suivante, quelque chose de terrible arriverait. La terrifiée Bianca ne pouvait pas dormir et a attendu dehors jusqu'à ce qu'Élise rentre à la maison. À ce moment, Maggie a couru vers elle. Elle a dit que Lena est morte soudainement, tombée dans une baignoire et percée dans les 2 yeux avec un instrument pointu. C'est exactement ce qu'on dit que Bloody Mary fait comme punition. Élise était la seule calme, réconfortant les autres, disant que tout irait bien, mais Maggie avait perdu la tête, craignant d'être la prochaine victime de Bloody Mary. Utilisant ses compétences de programmation, elle a téléchargé une vidéo de la petite amie de River avec l'intention de la poster en ligne pour répondre à la condition de Bloody Mary. Après avoir beaucoup réfléchi, elle a fini par ne pas pouvoir aller de l'avant. Pendant ce temps, Elise a trouvé des informations en ligne sur comment briser la malédiction. Elles avaient besoin de voler une dague d'un musée. Heureusement, c'était un petit musée avec un seul garde. Elise et Bianca se sont unies, avec l'une distrayant le garde et l'autre volant la dague. Elles l'ont fait avec succès, mais quand elles sont allées raconter les bonnes nouvelles à Maggie, elles ont découvert qu'elle aussi était morte. Réalisant que le temps s'épuisait, les sœurs ont localisé la maison de Bloody Mary dans les profondeurs de la forêt. La zone était pleine de miroirs et elles ont allumé des bougies devant le miroir, se préparant à invoquer Bloody Mary. Elise a sorti 2 flacons de sang
et la dague de son sac. Alors elle a révélé la vérité. Bloody Mary avait promis le monde en échange du sang de 3 personnes innocentes et de la dague. Elise avait tué Maggie et Lena pour obtenir le sang. Cependant, il manquait encore un flacon et c'était pour cela qu'elle a amené Bianca. Elle ne pouvait pas croire que sa sœur la sacrifierait pour réaliser ses propres vœux et a réussi à s'échapper pendant qu'Elise était distraite, se cachant sous un arbre, pensant qu'elle était en sécurité. Mais Elise, guidée par Bloody Mary, l'a trouvée facilement. Elle a immobilisé Bianca, demandant pardon avant de la poignarder. Mais Bianca a riposté avec succès, tuant Elise juste là. Avec sa sœur morte, Bianca regarde Bloody Mary dans le miroir et supplie qu'elle la tue. Mais la créature dit que, si elle donnait le sang de 3 personnes innocentes, elle pourrait faire revivre Elise. La croyant, Bianca a mélangé son sang avec celui des autres et l'a offert à Bloody Mary dans le miroir. Il s'avère que c'était juste une cérémonie d'échange pour la créature, et quiconque offre du sang innocent la remplacera comme la nouvelle Bloody Mary. Piégée dans le miroir, les cris de secours de Bianca ont été inutiles. Dans le monde des miroirs, elle a vu d'innombrables autres miroirs, chacun avec une personne de l'autre côté, suppliant pour son aide. Loin de là, Mélon et son mari ont formé une famille recomposée. Et quand ils se sont mariés, son mari avait déjà une fille, Faye. Bien que Mélon fût sa belle-mère, elle a bien pris soin de leur relation, alors Faye la considérait vraiment comme sa mère. Elle vivait confortablement de l'héritage et du manoir de Beverly Hills laissé par le mari. Alors qu'elle approchait des 70 ans, Mélon cherchait constamment des moyens de paraître plus jeune. Mais rien ne pouvait effacer les marques du temps. À mesure qu'elle vieillissait, elle semblait désirer plus d'amour. Chaque fois qu'elle en avait l'occasion, elle regardait son voisin Bernie, profondément attiré par lui. Faye, remarquant les sentiments de sa mère, a informé que Bernie était sur le point de divorcer. Faye a aussi dit à sa mère que chaque vendredi, Bernie allait acheter du vin dans un hôtel proche, créant des opportunités pour se rencontrer. Mélon, rayonnante avec la nouvelle, s'est préparée le vendredi et est allée à l'hôtel, faisant semblant de rencontrer Bernie par hasard. Quand elle a su qu'il était en fait en train de divorcer, elle a caché son excitation et a exprimé du regret. Mais sa joie a été prématurée, parce que Bernie a présenté sa prochaine épouse. Mélon a été choqué de voir sa collègue d'université, Cassie, qui avait aussi 70 ans, mais ne semblait pas en avoir plus de 40. Pendant que Bernie est allé acheter du vin, Mélon a demandé à Cassie comment elle maintenait son apparence jeune. D'abord, elle a prétendu que c'était à travers le régime et les exercices, mais Mélon savait que, bien que cela pût maintenir la santé, cela ne pouvait pas éloigner le vieillissement. Alors, Cassie lui a dit de rester loin de Bernie. Ensuite, elle a donné une carte de visite d'une organisation spécialisée en rajeunissement. Après avoir rencontré la chef de l'organisation, Mélon n'a pas pu contenir ses émotions et a exprimé son désir désespéré de redevenir jeune. Comme elle n'était pas originaire de Beverly Hills, la chef a refusé de l'aider. Mais Mélon a insisté que son défunt mari était natif de Beverly Hills et a supplié jusqu'à ce que la chef ait finalement accepté. Elle a été ensuite emmenée au studio et a reçu un programme de chirurgie faciale détaillé basé sur ses caractéristiques faciales. Mélon a hésité en voyant la facture et a appelé son gestionnaire financier en rentrant chez elle. Le gestionnaire a déconseillé la chirurgie, expliquant que son mari n'avait pas seulement laissé un héritage, mais aussi une quantité significative de dettes. Et la chirurgie ne ferait qu'augmenter son fardeau financier. Elle allait abandonner, mais a changé d'avis cette nuit-là en entendant des sons de l'autre côté de la rue. Par la fenêtre, elle a vu Bernie s'amuser avec Cassie. Le lendemain, Mélon a signé le contrat et a décidé de poursuivre avec la chirurgie. Sur place, elle a remarqué que tous les médecins infirmières avaient le même tatouage de papillon. Après avoir été injectés avec un anesthésiant, Mélon pouvait les entendre dire quelque chose ensemble, comme un rituel. Quand la chirurgie s'est terminée, son corps entier était enveloppé dans des bandages. Faye a été choquée en rentrant à la maison et en voyant sa mère, car la chirurgie avait été une procédure de corps entier. Pendant la semaine suivante, Mélon a dû prendre des analgésiques continuellement. Faye était rentrée à la maison parce que le gestionnaire financier l'avait informé que la famille était profondément endettée à cause de la chirurgie et qu'elle pourrait même perdre la maison. Pire encore, il n'y avait pas d'argent pour la scolarité de son doctorat. Mélon a dit des mots durs et Faye a été profondément triste. Alors elle s'est excusée, mais Faye s'est quand même retournée et est sortie. Plus tard, Mélon a senti une douleur et a essayé de se lever pour prendre un analgésique, mais avec les mains bandées, elle ne pouvait pas tenir le remède. À ce moment-là, elle a entendu les voix à nouveau. Le matin, bien que Faye fût en colère, elle savait que sa mère avait besoin de soins. Alors, elle est retournée à ses côtés. Elle a été intriguée en voyant le visage auparavant maigre de sa mère devenir soudainement plus plein et a demandé quel type de chirurgie elle avait fait. Mélon a expliqué que c'était juste un gonflement post-opératoire normal. Quelques jours plus tard, elle a visité la chef de l'organisation qui a dit que le gonflement disparaîtrait dans un jour de plus. Cependant, la chef a senti que la récupération de Mélon était très lente et
croyait que la présence de Faye avait un impact négatif. Elle a invité Mélon dans sa base secrète où elle pourrait recevoir les meilleurs soins et interagir avec d'autres patients, tout cela gratuitement. Alors, Mélon a accepté heureuse et a fait ses valises pour partir vers la base. Faye a essayé de l'empêcher, ayant recherché l'historique de la chef en ligne et découvert qu'elle n'avait pas de licence médicale ou de diplôme et avait été impliquée dans des litiges médicaux dans plusieurs États. Cependant, ces litiges ont disparu depuis que la chef a déménagé à Beverly Hills. À ce stade, Mélon était complètement aveuglée et croyait que Faye entravait sa récupération. Après avoir exprimé son mécontentement, Mélon est partie. Guidée par un chauffeur, elle est arrivée à la base secrète, entourée par des élites riches, bien qu'elle fût la seule encore bandée. La chef a expliqué que les autres avaient déjà récupéré et enlevé leurs bandages. Après avoir examiné sa condition, la chef a décidé qu'elle pourrait avoir ses bandages enlevés cette nuit-là. Mélon était exultante, impatiente de récupérer sa beauté jeune, et Faye, inquiète pour sa mère, a suivi jusqu'à la base secrète et était sur le point d'entrer quand la sécurité l'a vue. Avec le passage du temps, la femme responsable a convoqué tout le monde dans la cour et a présenté Mélon au groupe, disant qu'il y aurait enfin un nouveau membre dans la famille. Mélon est resté sur la scène et à ce moment, 2 gardes ont traîné Faye à l'intérieur. Faye a crié pour qu'elle sorte, sentant que quelque chose n'allait pas. Mais Mélon a dit qu'elle était juste la belle-mère de Faye et qu'elle ne devait pas interférer. La chef a fait signe à ses hommes d'emmener Faye et a ensuite commencé à enlever les bandages de Mélon devant la foule. À ce moment, elle a réalisé qu'elle avait été transformée en cochon. Choquée, Mélon confronte la responsable sur ce qu'elle a vraiment fait avec elle. La chef a expliqué que c'était une tradition annuelle parmi les riches de Beverly Hills de chasser un hybride humain-cochon pour la santé et la longévité. Elle a dit que si Mélon réussissait à atteindre l'océan Pacifique à 2 km de distance avant d'être attrapée, elle serait épargnée et lui a donné une avance de 2 minutes. Mélon a couru vers l'océan sans hésiter, mais son âge l'a ralenti. Elle n'était pas allée loin quand les chasseurs riches l'ont rattrapée. Mélon a dû courir vers la jungle et a regardé vers le Hatau à travers un égout pour voir l'océan Pacifique pas très loin. Juste comme elle était sur le point d'arriver à l'eau, elle a rencontré Bernie. Voyant la lance dans sa main, Mélon a réalisé qu'il était l'un d'eux. Pendant qu'elle hésitait, les autres l'ont encerclée. Et elle s'est agenouillée comme un cochon attendant d'être abattu. Ses lances l'ont ensuite poignardée impitoyablement et ne se sont pas arrêtées jusqu'à ce que les gardes lâchent Faye. Ayant sa mère percée, elle n'a pas pu contenir sa tristesse. Mais la personne responsable lui raconte que la propre mère de Faye était aussi membre de ce culte et qu'elle était destinée à être l'une d'eux depuis le jour où elle est née. Terminant ainsi 5 épisodes de American Horror Stories, série d'horreur et de mystère de 2021. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.